Le multilatéralisme, à mes yeux, évidemment chacun peut avoir sa propre définition, est une forme, je dirais, d'institutionnalisation des relations internationales. C'est-à-dire que les relations internationales, au lieu d'être fondées sur une espèce d'anarchie dans les relations entre les collectivités que sont les États, décident de se soumettre à une structure qui est la structure institutionnelle, c'est-à-dire l'organisation internationale. Donc c'est le fait d'organiser, si vous voulez, ces relations dans un cadre bien défini. Alors, de quand ça date? Écoutez, traditionnellement, on fait remonter ça, et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été dit par plusieurs intervenants lors du colloque qui était consacré à cette question, lors des 3 journées d'études qui ont été consacrées à cette question, au traité de Westphalie de 1648, qui était donc ces traités qui mettaient fin aux guerres de religion, qui avaient ensanglanté l'Europe, et qui s'étaient terminés par, à chaque pays, sa religion, hein, cuius regio eius religio en latin, mais c'est bien plus ancien que cela. Par exemple, déjà dans l'Antiquité grecque, vous aviez l'Amphictyonie de Delphes, qui était une sorte d'organisation des cités grecques qui remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ et qui avait pour mission la gestion des temples d'Apollon et de Déméter, et qui a vécu jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, et qui d'ailleurs avait pris des mesures de caractère institutionnel, notamment en prévoyant que toute cité grecque qui s'emparerait d'un pirate aurait le droit, bien sûr, de le juger et bien sûr de l'exécuter, évidemment. Hein, nous sommes il y a très très longtemps. Mais voilà, c'est cela. Donc c'est quelque chose, voyez-vous, qui est quand même des racines très anciennes, au fond. Le multilatéralisme, c'est au fond cette relation qui peut exister entre des collectivités qui se considèrent comme indépendantes les unes des autres et qui vont devenir ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des collectivités de droit public, c'est-à-dire les États. Je crois que ça contribue. Je crois que ça contribue certainement à la paix. Alors bien sûr, il y a les échecs retentissants, que ce soit pour prendre les grandes organisations multilatérales du siècle passé, donc du XXe siècle. On pense bien sûr à la Société des Nations, créée en 1919 par le traité de Versailles, et puis ensuite l'Organisation des Nations Unies qui a succédé en quelque sorte à la SDN en 1945, et bien sûr, dans les deux cas, il y a des échecs absolument retentissants. Hein. La Deuxième Guerre mondiale, la SDN n'a pas pu l'empêcher. Les conflits qui ont éclaté depuis 1945 sont trop nombreux pour être cités, évidemment. Mais voilà, on constate qu'effectivement, malgré tout, il y a quand même un incontestable progrès. Alors je pense notamment, dans le cadre des Nations Unies, aux très nombreuses opérations de maintien de la paix qui ont été mises sur pied par l'organisation. Ce n'a pas toujours été sans accrochage hein, et sans brèche dans cette organisation. Mais enfin, ça existe. Et aujourd'hui, vous avez... Alors, ça a pris beaucoup plus d'extension. Aujourd'hui, vous avez près d'une 60aine d'opérations de maintien de la paix dans différentes régions troublées du monde. Et c'est clair que ces organisations, malgré tout, contribuent dans une large mesure, à mes yeux, à maintenir la paix et la sécurité internationale. Vous avez des organisations comme la mission des Nations Unies en Centrafrique, par exemple, ou au Mali, la MINUSMA. Vous avez eu des opérations de ce genre également au Rwanda, mais là, c'est par contre le tragique échec, le plus grand échec d'ailleurs des Nations Unies, lorsqu'en 1994, la MINUAR, la mission des Nations Unies au Rwanda, n'a pas réussi sinon à empêcher, mais ne fût-ce qu'à limiter les effets du conflit entre les forces, le Front patriotique rwandais, donc les forces du colonel Kagame qui était rentré au Rwanda en venant d'Ouganda,
et les forces armées rwandaises du président Habyarimana à l'époque, donc en juillet 1994, qu'est-ce que je dis en juillet, en avril 1994, et à ce moment-là, nous avons eu effectivement, la MINUAR aurait dû intervenir de manière beaucoup plus sérieuse, plus musclée, et il en avait les moyens. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle avait les moyens d'agir. Même si évidemment, le grand public, l'opinion publique peut avoir le sentiment que tout ça c'est du vent, c'est de la poésie, quand on voit les horreurs qui se passent dans le monde, quand on songe à des conflits comme le conflit syrien, aujourd'hui le conflit libyen, pour ne citer que ces deux-là qui viennent immédiatement à l'esprit, bien sûr. Eh bien, c'est vrai que là on se dit, quand même, parler de droit international, ça fait rire dans les chaumières. Eh bien non, parce que c'est quand même très important et qu'il y a quand même des limites qui sont apportées à la souveraineté des États dans leurs relations. Et c'est tellement vrai d'ailleurs qu'il y a même des formes de sanctions qui sont prises par les organisations internationales et qui participent de cette forme du multilatéralisme. Les États ne sont pas sages, ils n'obéissent pas aux règles, eh bien on peut les sanctionner. Et ça peut aller très très loin, ces sanctions. Alors, si on prend le cas des sanctions décernées par les Nations Unies, il y a soit des sanctions individuelles qui sont où le Conseil de sécurité délègue à un de ses organes, qui s'appelle le Comité des sanctions, le soin de veiller à l'application de sanctions dirigées contre des individus qui sont considérés comme responsables de violations graves des décisions qui sont prises par le Conseil ou de règles qui sont admises par les États. On pense par exemple aux sanctions qui ont été prises contre notamment des dirigeants iraniens et aussi contre des sociétés ou des personnalités qui d'une manière ou d'une autre apportent leur appui au gouvernement iranien. Sanctions sous forme de boycott, d'embargo sur les relations économiques et sur les avoirs de ces personnes, morales ou privées, morales ou physiques, qui sont gelées dans les banques étrangères. Donc ça, c'est une forme de sanction très importante. Mais on peut même aller plus loin. Prenez le cas de l'Europe. Dans le cadre de l'Union européenne et de ses 27 États membres, il faut quand même savoir que l'Union européenne, le traité de Lisbonne, qui a donc revu l'ancien traité de Rome de 1956, eh bien, le traité de Lisbonne prévoit des sanctions, la possibilité d'édicter des sanctions, même si ça ne s'appelle pas des sanctions. On évite tout ce qui peut avoir une sorte de connotation pénale dans le discours de l'Union européenne. On parle de mesures restrictives. Mais ces mesures restrictives peuvent être prises, et ça c'est quand même quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire des relations internationales, contre des États eux-mêmes. Si un État ne respecte pas soit des décisions qui sont prises par la Cour de justice de l'Union européenne, un État ne met pas en œuvre l'arrêt qui a été rendu par la Cour de Luxembourg, eh bien, il peut s'exposer au paiement d'une somme forfaitaire, on dirait de manière plus simple, au paiement de ce qu'on peut qualifier d'amende, mais ça, le terme n'apparaît pas dans le traité parce que ce serait une forme de pénalisation, de criminalisation de l'État. Et donc, on évite cela soigneusement en le camouflant sous une forme d'appellation différente qui est la notion de mesure restrictive. Mais en réalité, c'est bien et bien une forme de sanction pénale. C'est unique, ça, dans les relations internationales, le fait que des États peuvent être sanctionnés, entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est pas la formulation utilisée par la Cour de Luxembourg, de mesures que l'on peut qualifier de pénales. Et ça, c'est quand même... Mais c'est parce qu'il y a une grande solidarité, voyez-vous, entre les États et l'Union européenne. Ces États sont bâtis sur quand même un mode de fonctionnement, sur l'adhésion à des valeurs communes qui leur permettent d'arriver à cela.